Salut, je suis Mathis Durand et tu écoutes 1001 Parcours, le podcast qui t'aide à mieux t'orienter en te faisant découvrir des parcours scolaires qui sont inspirants, différents, puisqu'ils vont de la licence au BTS, à la prépa jusqu'au master, dans des domaines très variés. Cette différence est enrichissante et va te permettre de découvrir les études, la voie qui te plaît. Tu vas savoir comment se sont réellement passées les études des personnes interviewées et avoir leurs conseils. Ainsi tu sauras si ces études te correspondent et les débouchés possibles. Pense à partager le podcast s'il t'a plu. Bon épisode. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathis. Je suis ravi de vous accueillir sur 1001 Parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer justement les études que vous avez faites et votre parcours professionnel ? Oui, alors donc moi je suis Isabelle Dalle. Pour mes études, donc j'ai un bac scientifique qui date de quelques années maintenant. J'ai une formation d'ingénieur agricole que j'ai faite à Lille, donc à l'Institut supérieur d'agriculture, avec une spécialisation sur la fin de mon cursus sur ce qu'on appelle de l'agrobusiness et plus spécifiquement commerce et marketing. Donc ça c'est pour mes études. Au cours de mes études, j'ai fait comme tout le monde pas mal de stages. En école d'ingénieur en tout cas on en fait, et j'ai découvert au cours de mes stages, un peu par hasard, pour la petite histoire, donc je suis partie 1 an aux États-Unis. J'ai toujours aimé les langues et je voulais vous développer l'anglais notamment. Donc je suis partie 1 an aux États-Unis pour ma 2e année d'études, et dans mon école, on avait une césure à faire entre la 2e et la 3e année, c'est-à-dire 6 mois où on pouvait aller un peu où on voulait, souvent à l'étranger. Moi, comme je revenais d'1 an à l'étranger et que j'avais un peu besoin d'argent, j'ai trouvé un boulot un peu par hasard dans une centrale d'achat dans le nord de la France pour de la grande distribution dans les fruits et légumes. Et je pense que mon histoire professionnelle a un peu démarré là parce que voilà, j'ai accroché avec le métier et avec le produit. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois. Je suis revenue ensuite à l'école et finalement j'ai fait derrière tous mes stages dans ce domaine-là, donc dans les achats de fruits et légumes. J'ai fait mon stage de fin d'études en Espagne, dans une structure qui s'appelle Zenalco, donc qui est toujours pour la même grande distribution, pour pas la citer, c'est Auchan. J'ai passé presque 1 an là-bas, parce que j'ai fait mon stage et j'ai continué par un CDD derrière. Achat de fruits et légumes pour toutes les centrales européennes d'Auchan, donc ce qui m'a permis de développer la 2e langue, l'espagnol. Et voilà, j'étais lancée dans les achats, sachant que ma spécialité, comme je disais, était commerce marketing. On avait aussi des formations en négociation, des formations achats qui étaient un peu plus restreintes. Mais ça m'a permis, moi, du coup, développer ce pan-là. Et du coup, j'ai démarré mon premier job, alors le tout premier, sur le mine de Nantes, dans les fruits et légumes. Et ensuite, ma première grosse expérience professionnelle en tant qu'acheteur fruits et légumes dans une société qui s'appelle Stalaven, qui fabrique des produits traiteurs, des carottes râpées, du céleri, de la piémontaise, etc., des feuilletés. Et puis j'y ai passé 10 ans. Et ensuite, je suis arrivée chez Locmaria Biscuits, la société où je travaille aujourd'hui, un fabricant de biscuits, comme son nom l'indique, où je suis responsable des achats. Donc mon cœur de métier, ça reste les matières premières, parce qu'ayant une formation plutôt technique, plutôt ingénieur, c'est ce que j'aime, et c'est là où j'ai la connaissance des marchés. Mais j'ai ouvert le périmètre, parce qu'aujourd'hui, dans mon périmètre d'achat, donc j'achète moi les matières premières, mais j'ai aussi dans le périmètre les emballages, les consommables, l'énergie, un peu d'indirect du coup, de produits de négoce. Et plus récemment, j'ai récupéré aussi la partie approvisionnement dans l'équipe, et donc je manage aujourd'hui 4 personnes, donc 2 approvisionneurs et 2 personnes côté achat, une acheteuse et une assistante achat, et je fais moi-même de l'achat sur les dossiers matières premières. Et du coup, quand vous avez fait le premier stage que vous avez su quel métier vous voulez faire, donc acheteur. Oui, acheteur, et plus particulièrement dans le milieu des fruits et légumes. Alors pourquoi ? Parce que c'est des produits vivants. Voilà, je pense que bon, je pourrais le faire, mais je pense que j'aurais un peu moins d'affinité à acheter des boulons ou je sais pas, des serpillères, parce que il n'y a pas cette notion de saisonnalité, cette notion d'agriculture derrière, qui moi m'intéresse et qui fait que le produit est vivant et que donc l'achat est varié et intéressant. Du coup, dans votre première réponse, vous avez répondu à plusieurs questions. Donc là, j'en ai une autre auquel vous n'avez pas répondu. En fait, est-ce que pour travailler justement dans le secteur de l'agroalimentaire, les fruits et légumes ou actuellement les biscuits, est-ce que c'est nécessaire de faire des études dans l'agriculture ?
Non, pas forcément. En fait, il y a différents profils, parce que ce soit dans mon expérience précédente ou mon expérience actuelle, il y a différents profils d'acheteurs. Donc, moi, j'ai plutôt une formation technique à la base et je me suis orientée vers les achats. À l'inverse, j'avais beaucoup de collègues qui venaient d'écoles de commerce notamment, avec une spécialisation achat, et qui eux, du coup, avaient les bases de la connaissance de qu'est-ce que c'est que l'achat, comment ça marche, et qui du coup étaient en capacité d'acheter un peu n'importe quoi. Malgré tout, quand on arrive, là j'ai une collègue qui est arrivée sur les emballages, elle a une formation solide d'acheteur, elle achetait avant d'autres composants, en l'occurrence, elle n'achetait pas d'achat de production, mais elle a la technique achat. Donc maintenant, elle doit se former sur les marchés, parce que chaque marché est spécifique. Un acheteur de matières premières va travailler un peu différemment d'un acheteur d'emballage ou d'un acheteur de service, et ça, c'est vraiment lié au marché. Ça s'apprend. Si l'entreprise est ouverte à laisser la porte à ça, ça s'apprend bien évidemment. On peut se former. Les fournisseurs sont là aussi pour nous aider, parce qu'on pourrait croire que on est en opposition, mais dans nos métiers c'est pas forcément le cas. Nos fournisseurs sont des partenaires, ils nous apprennent des choses et vice versa. Donc les marchés, ça s'apprend. Autant que les techniques d'achat d'ailleurs. Donc il y a vraiment deux portes d'entrée. Soit on intègre les achats par le côté technique, ça arrive très souvent, je suis loin d'être la seule, ou on intègre le côté technique en venant de l'achat et en diversifiant ses portefeuilles d'achat. Donc c'est possible de travailler dans plusieurs secteurs en étant acheteur, Tout à fait. si on arrive ensuite à se former. Oui, vous avez par exemple des traders qui sont des acheteurs, mais avec des métiers très spécifiques, avec une notion de finance qui est assez forte, et puis des techniques d'achat qui sont très particulières. Il y a certaines entreprises où ils vont scinder la partie analyse de marché de la partie négociation. Vous allez avoir des personnes qui vont faire de l'analyse de marché tout le temps, qui sont vraiment spécialisées là-dedans et qui vont ensuite transférer les dossiers à leurs collègues qui négocient les prix. Il y a des entreprises comme les nôtres, plus petites, où on va avoir des portefeuilles assez larges, donc peut-être moins spécialisées sur un portefeuille en particulier, mais une largeur plus importante. Il y a des entreprises encore plus petites où l'acheteur fait aussi l'approvisionnement, parce qu'il ne faut pas oublier que l'acheteur et l'approvisionneur, ce sont deux métiers différents. Mais oui, il y a presque autant de métiers d'acheteurs que d'entreprises, ou en tout cas, il y a autant de métiers d'acheteurs que de portefeuilles d'achat. Concernant du coup Locke Maria Biscuit et vous, votre métier au sein justement de cette entreprise, quelles sont vos missions au quotidien en tant qu'acheteur ou maintenant plutôt en tant que responsable achat et approvisionnement? Alors, j'ai un peu les deux parce que j'ai toujours des portefeuilles d'achat. En tant que responsable achat, donc, j'ai une équipe à manager. Ça veut dire voilà, accompagner, organiser, travailler aussi sur les évolutions de l'entreprise, enfin les évolutions en tout cas du service au sein de l'entreprise. Après, notre métier d'acheteur, c'est assez large parce que on travaille sur la stratégie d'achat, sur l'analyse de marché, la connaissance des marchés en amont pour pouvoir aussi anticiper les évolutions. Les marchés matières premières, par exemple, sont pas les mêmes aujourd'hui qu'ils n'étaient quand moi j'ai démarré dans le métier. Et même les marchés pour les consommateurs, j'imagine que vous, qui êtes assez jeune, comme beaucoup de jeunes consommateurs, vous êtes assez sensible à l'origine des produits, à comment ont été produits comment a été produit ce que vous consommez. On voit de plus en plus ça, que c'était peut-être un petit peu moins le cas, alors peut-être de ma génération, mais encore plus de la génération de mes parents. Donc on voit aussi des évolutions de consommation et nous, en tant qu'acheteurs, on doit accompagner ça. Donc on a un gros travail de veille, de sourcing, où avec l'accompagnement de nos fournisseurs, voilà, en allant sur des salons, en allant voir nos interlocuteurs, en allant se renseigner un petit peu sur ce qui se fait, on fait de la veille et on peut accompagner comme ça les changements de l'entreprise. Donc on a une grosse partie de notre métier qui est de l'analyse de marché, de voir quelles sont les tendances au niveau des évolutions de marché en termes de prix, pour pouvoir couvrir nos besoins au meilleur moment, pour être voilà, le plus performant possible pour l'entreprise et pour nos clients. Donc on travaille sur la partie sourcing, où on va aller chercher des nouveaux fournisseurs, des nouveaux ingrédients en fonction des produits qu'on développe, des nouvelles technologies. Et puis après, il y a la phase qui est plus connue, on va dire, pour les acheteurs, la négociation, enfin, les appels d'offres, la négociation, la contractualisation. On a un volet juridique aux achats qui est pas neutre, parce que quand on met en place des contrats avec nos fournisseurs, il faut un petit peu savoir ce qu'on fait. Donc il y a il y a des formations juridiques dédiées aux achats, du droit des contrats, des choses comme ça. Et puis, dans notre entreprise, où on n'est pas une très très grosse structure, on a une part opérationnelle aussi. Voilà, quand il y a une problématique d'approvisionnement, on vient en soutien aux approvisionneurs pour essayer de trouver des solutions et de régler ces problématiques-là. Donc c'est un métier qui est très varié, très large,
On travaille avec tous les services quasiment de l'entreprise, jusqu'à la comptabilité, parce qu'après, il y a le traitement des factures au bout du bout. C'est quoi le métier d'approvisionneur? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? Alors, si je compare le métier d'acheteur au métier d'approvisionneur, on va dire qu'on est sur deux échelles de temps différentes. L'acheteur, son travail, c'est l'anticipation. C'est-à-dire, on va être en amont des marchés. Pour vous donner un exemple concret, quand on achète des matières premières, par exemple la farine, le sucre, on n'est pas obligé, mais on peut acheter sur du très long terme. Enfin, du très long terme. Je peux acheter 18 mois en avance parce que je peux avoir des propositions de prix sur ces longueurs-là. Et moi, je vais plutôt négocier avec les fournisseurs un volume global sur une période donnée avec un prix et dans des conditions de qualité en fonction de ce qu'on recherche dans nos cahiers des charges. L'approvisionneur, son métier, ça va être de s'assurer que l'usine soit approvisionnée au bon moment dans la bonne quantité. C'est-à-dire qu'une fois que l'acheteur a réalisé ses contrats avec le fournisseur, il met à disposition souvent dans un ERP, mais après ça peut être fait autrement, il met à disposition les contrats dans le système pour l'approvisionneur et l'approvisionneur, lui, va aller chercher la marchandise dans le contrat, va écouler le contrat régulièrement pour faire rentrer la marchandise au bon moment, pour ne pas avoir trop de stock ou pas assez de stock. Lui, il va vraiment... Le prix, il s'en fiche, en fait, l'approvisionneur. C'est pas ça, c'est vraiment le boulot de l'acheteur. Mais lui, il va s'assurer que on n'a pas trop de stock, parce que le stock, ça coûte de l'argent, c'est de la immobilisation, mais qu'on en a quand même suffisamment pour gérer les aléas de production et puis pour ne pas rupturer, bien sûr. Donc l'approvisionneur, il est un peu plus en lien avec les usines. Tout à fait. C'est un métier qui fait partie de ce qu'on appelle la supply chain. Alors même si dans mon entreprise, les achats font partie de la supply chain, mais on est un peu à un bout de la supply. Le provisionneur, lui, est un peu plus intégré, dans le sens où il prend en compte tout ce qui a été prévu en production par la planification, par l'ordonnancement, et va s'occuper de cette partie commande, vraiment commande fournisseur, et qui est ensuite en lien avec la logistique qui va réceptionner. Donc en effet, l'approvisionneur est plus proche de l'usine, dans le sens où il va vraiment approvisionner le besoin en fonction de ce qui va être fabriqué. Lorsque, du coup, Log Maria Biscuit développe un nouveau produit, par exemple, j'ai vu que vous aviez développé des gavottes apéritifs. Oui. Et donc là, comment vous faites pour choisir vos fournisseurs? Et est-ce que vous gardez les mêmes ou est-ce que vous en cherchez de nouveaux? Comment ça se passe? Ça dépend. Alors, déjà, dans le processus, qui est le processus classique dans beaucoup d'entreprises, quand on veut développer de nouveaux produits, on a deux solutions. C'est soit le marketing a fait son étude de marché et veut développer un nouveau produit pour répondre à ce qu'on appelle une unité de besoin. Et donc, c'est eux qui sont demandeurs d'un produit, alors qui n'est pas forcément complètement défini à ce moment-là. Je vais donner un exemple qui n'existe pas chez nous, mais on voudrait une crêpe fourrée qui ait une saveur qui rappelle les produits de la mer, mais sans dire exactement quel poisson, par exemple. Donc voilà, ils vont avoir une unité de besoin à couvrir. Cette demande du marketing, elle est transmise à notre service R&D, donc la recherche et développement. Et alors la R&D et les achats travaillent en collaboration. En tout cas, chez nous, ça fonctionne comme ça. Avec la R&D qui a des connaissances techniques beaucoup plus poussées, qui va vraiment travailler sur l'élaboration des recettes, l'interaction des ingrédients ensemble et l'amélioration des recettes. Et puis la partie achat qui est plutôt côté marché, côté fournisseur, faisabilité avec nos fournisseurs. Donc on travaille en collaboration. Et alors tout dépend. Soit on est sur des ingrédients qui existent déjà dans l'entreprise, voilà, tout va bien. Soit on est sur des ingrédients qu'aujourd'hui on n'achète pas du tout. Donc on va définir c'est quoi, on va définir quel est notre besoin, quelles sont nos contraintes, quel est notre cahier des charges. Par exemple, on veut un poisson qui a été pêché de façon durable. Il y a des certifications comme ça. On veut plutôt une saveur comme ci, comme ça. Voilà, on veut une association qui rappelle la Méditerranée. Donc on fait un poisson associé à une herbe. Et en fonction de ça, alors moi j'ai un panel de fournisseurs avec lesquels je travaille. J'ai aussi des fournisseurs que je rencontre régulièrement en faisant de la veille. Et dans ces fournisseurs-là, on va les interroger et puis voir celui qui va apporter la meilleure réponse en termes de qualité. Parce que ça, on parle beaucoup de prix quand on parle des acheteurs, mais la qualité est un point très important pour nous, parce qu'aucun intérêt d'acheter un produit pas cher s'il répond pas du tout aux besoins, soit de l'usine, soit du consommateur. Et donc, on va prendre le produit qui correspond le mieux à notre besoin en termes de qualité, en termes de prix et en termes de délai, voilà, de taux de service. Et régulièrement, comme dans beaucoup d'entreprises, on lance des appels d'offres sur nos produits, sur l'existant là pour le coup,
pour revérifier qu'on est toujours bien positionné, que voilà, si on a besoin de volume supplémentaire, on peut faire rentrer des nouveaux fournisseurs. Après, il est vrai que dans l'entreprise, on travaille avec des fournisseurs de long terme, avec lesquels on a des relations privilégiées parce qu'on construit des choses ensemble. Et ça aussi, c'est important dans notre démarche. Donc chez Locmaria, en fait, quand vous parlez d'appel d'offres, vous décrivez un peu les produits que vous avez et Oui. vous essayez de trouver le meilleur fournisseur et changer peut-être pour ce fournisseur-là s'il répond mieux aux critères que celui que vous avez actuellement. Oui, en théorie, on peut fonctionner comme ça. Oui, oui. Si on a une problématique avec un fournisseur en place, si on a, comme je disais, besoin de volume supplémentaire, ou si on a un fournisseur qui peut être mieux disant, ça peut être l'issue d'un appel d'offres. Oui, oui. Après, il n'y a pas. Alors, on a des critères pour répondre à nos appels d'offres, enfin pour traiter nos appels d'offres. On fait pas n'importe quoi. On ne dit pas tiens, cette année, celui-là, il m'embête, je veux plus travailler avec lui et je vais aller en chercher un que j'aime mieux. Non, on a des critères objectifs pour savoir pourquoi on choisit un fournisseur et pas un autre, pourquoi on répartit d'une manière et pas d'une autre. Notre but final, il est le même que les approvisionneurs, c'est-à-dire qu'il faut que l'usine puisse tourner dans des bonnes conditions et que l'entreprise soit pérenne et que nos clients soient contents. Donc tout ce qu'on va faire en amont, nous, en tant qu'acheteurs, c'est analyser les risques auxquels on s'expose et les réduire au maximum. Nous, on anticipe et on réduit les risques. Dans un monde idéal, c'est ça notre but ultime. Et justement, pour évaluer vos fournisseurs, vous utilisez quoi comme indicateur? Alors, on a différents critères d'évaluation. Il se trouve que comme beaucoup d'entreprises aussi en agroalimentaire, on a des certifications. Les certifications nous demandent d'évaluer nos fournisseurs tous les ans, mais c'est un exercice qui de toute façon est intéressant. Il y a différentes façons d'évaluer ces fournisseurs, purement achat, où on a des critères voilà, de réactivité, de taux de service, de pertinence en termes de prix. On peut avoir différents indicateurs de genre-là. Et ensuite, on a aussi et surtout des critères qualité. On évalue les non-conformités qu'on a pu avoir, les réclamations. Est-ce que les réponses qu'on a eues aux réclamations étaient satisfaisantes? Est-ce qu'on a eu des réponses? Et on a des critères un peu logistiques aussi. Est-ce que le fournisseur respecte ses engagements? Est-ce que quand il dit qu'il livre à une date, il livre vraiment à cette date-là? Est-ce qu'il respecte ses délais? Est-ce qu'il respecte les quantités? Il y a un certain nombre de critères qui sont plus ou moins pondérés et qui permettent d'évaluer les fournisseurs. Pour revenir un peu plus sur ce que vous disiez avant, quand ils cherchent un fournisseur, il n'y a pas uniquement le prix qui rentre en compte. Donc, est-ce que vous pouvez donner quelques éléments qui rentrent en compte autre que le prix justement du produit ou de la matière première? Alors c'est variable en fonction des produits, mais il peut y avoir la capacité du fournisseur à traiter nos volumes. Il peut y avoir l'innovation que propose le fournisseur. Il y a des fournisseurs qui sont un peu plus avancés sur l'innovation et qui vont nous proposer des choses qui sont intéressantes pour nous. Donc ça va être des critères de choix. La qualité est un point primordial. Donc un fournisseur qui a une qualité très stable c'est important pour nous, plutôt que d'avoir des aléas qui sont difficiles à gérer. Et puis, ben, les critères qu'on rentre de plus en plus dans nos choix, qui sont des critères RSE. Si vous savez ce que c'est que la RSE, Si. responsabilité sociétale et environnementale. Alors, à mon époque, on appelait ça le développement durable. Ça a changé. À mon époque, il y a très très longtemps. La RSE est un point important pour nous. On a une démarche RSE et on essaye de plus en plus voilà, d'aller de plus en plus loin sur ces critères-là. Et donc, l'origine des produits peut avoir son importance, la certification des produits peut avoir son importance, les modes culturaux, enfin, voilà, tous ne sont pas décrits, mais petit à petit, on intègre de plus en plus de critères de ce genre-là parce que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, on y porte de l'importance et du coup, ce sont des critères de choix. On travaille des produits plutôt premium. Du coup, on a cette obligation ou cette volonté d'offrir à nos clients et à nos consommateurs une réponse qui soit cohérente. Quand on fait des biscuits premium, on doit aussi faire attention aux produits qu'on achète et à ce qu'on met dedans. Donc ça, c'est des démarches qu'on a et qu'on pousse de plus en plus loin d'année en année. Et justement, par rapport à votre démarche RSE chez Locmaria, est-ce que vous avez une vision long terme, par exemple, en prenant en compte le cycle de vie du produit? Parce qu'il va y avoir les coûts, par exemple, de transport, l'emballage, l'entretien. Enfin, c'est des matières premières, donc il n'y a pas vraiment d'entretien, mais voilà, des coûts comme ça, plus ou moins. Oui, oui. Alors, voilà, on n'est pas au bout de nos démarches. Il y a toujours possibilité de s'améliorer, mais c'est des choses qu'on intègre. Dans le développement des produits, on prend en compte ce qu'on appelle par exemple l'éco-conception, notamment au niveau des emballages. On a encore du chemin à faire, mais on est fortement en veille sur ce qui peut exister en termes d'emballage et d'ingrédients pour des produits plus vertueux, à la fois à la conception, à la production, à l'utilisation derrière, voire à la réutilisation pour certains emballages. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est de plus en plus alerte et qui vont rentrer de plus en plus comme critères de choix pour nous.
On travaille sur nos cycles de vie, sur nos bilans carbone pour essayer d'améliorer. Et oui, on a des objectifs d'année en année, on se fixe des objectifs et on essaye de mettre en place les moyens pour y parvenir. On diffuse aussi des informations là-dessus pour se dire, voilà, on s'engage sur des objectifs en termes d'origine, de matière, en termes de bilan carbone, en termes d'impact sur l'environnement de manière générale, et pas que sur l'environnement, parce que comme vous le savez, du coup, la RSE, ce n'est pas que l'environnement, mais aussi sur la qualité au travail, sur la façon dont on travaille avec nos fournisseurs. C'est pour ça, quand je vous disais, nos fournisseurs sont des partenaires, parce que on est vigilant à la relation qu'on a avec nos fournisseurs, à être dans le respect et dans la pérennité aussi du fonctionnement, des relations ou au moins du fonctionnement. Voilà, on est là pour que tout le monde puisse vivre de ces métiers-là, que ce soit nos fournisseurs ou les producteurs en amont. Donc oui, tous ces points-là sont des points sur lesquels, comme je disais, on a du chemin à faire forcément parce que on a toujours à s'améliorer, mais on se met des objectifs et on se donne des marches pour les atteindre. Justement, en voulant garder des bonnes relations avec vos fournisseurs qui sont réguliers, comme vous l'avez dit, comment se déroulent les négociations en tant qu'acheteur avec justement ces fournisseurs pour garder une bonne relation et arriver quand même à négocier sur le prix, par exemple? Il y a plusieurs angles. Déjà, on n'a pas toujours qu'un seul fournisseur sur un marché, donc ça permet d'avoir au moins des comparatifs et de permettre de se dire est-ce qu'on reste compétitif. Après, c'est là aussi où notre métier en amont et notre analyse de marché est importante en tant qu'acheteur, parce que si on connaît bien nos produits et nos marchés, on doit être capable de challenger le prix même si on n'a qu'un seul fournisseur, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous nos produits, comme je vous le disais juste avant. Mais changer de fournisseur tous les ans, c'est une option pour faire un appel d'offres pour gagner du prix, mais ça manque un petit peu de vision moyen-long terme quand même. Donc il y a certaines entreprises qui fonctionnent comme ça et qui peuvent avoir des raisons de le faire dans notre mode de fonctionnement et dans ce qu'on veut construire. Parce qu'on ne peut pas travailler sur du long terme sur des projets. On parlait des RSE où on a des projets à moyen et long terme. On a besoin aussi que nos fournisseurs nous accompagnent et puis nous suivent dans ces démarches-là. Donc en changeant de fournisseur tous les ans, c'est un petit peu plus compliqué. On ne s'empêchera pas de travailler avec des nouveaux fournisseurs si ces nouveaux fournisseurs sont plus en phase avec justement là où on veut aller. Mais il faut aussi essayer de construire les choses ensemble, parce que sinon, c'est beaucoup plus instable dans ce qu'on va pouvoir mettre en place. Donc notre connaissance marché, pour répondre à votre question, est quand même un élément clé, et notre connaissance produit pour rester compétitif sur nos achats. Du coup, pour terminer, j'ai encore 2-3 questions. Et là, c'est peut-être plus sur l'ensemble de votre carrière en tant qu'acheteur. Est-ce que vous pouvez raconter un événement, un projet qui a été justement marquant dans votre carrière, mais sans citer de nom peut-être, pour une raison de confidentialité? Un projet marquant. Faut que je réfléchisse là du coup. Alors, en fait, chaque étape a été marquante parce que je racontais tout à l'heure mon début dans les achats où j'ai vraiment découvert ce métier. Peut-être que je partirais plus sur voilà, mon expérience précédente où j'ai vraiment appris le métier acheteur industriel. Tout à l'heure, on disait il y a plein de métiers d'acheteurs. Et l'acheteur industriel, c'est différent aussi de l'acheteur négoce qui peut être l'acheteur grande distribution, par exemple. Ça reste des métiers qui sont intéressants tous. Alors moi, j'ai vraiment découvert le métier d'acheteur industriel dans mon expérience précédente et j'ai beaucoup aimé. Alors certainement parce que j'ai un peu ma fibre technique qui a parlé ou ma fibre ingénieur qui est remontée. J'ai beaucoup aimé découvrir ce métier-là parce que justement, les achats, ce n'est pas que la négociation de prix. Et vous pouvez amener de la performance, de la valeur ajoutée à l'entreprise en travaillant justement le produit dans son ensemble. C'est-à-dire que je ne vais pas juste me dire je vais acheter moins cher, peu importe si derrière la production ça va lui coûter plus cher à fabriquer. Moi, je m'en fiche, je vais atteindre mon objectif, j'ai acheté moins cher. C'est pas du tout ça. Notre métier, c'est vraiment de regarder si l'ingrédient ou l'emballage ou le service qu'on va acheter dans son ensemble va être plus performant ou pas pour l'entreprise. Et du coup, donc j'ai eu une expérience comme ça sur un produit où on a vraiment retravaillé, et c'est un travail collaboratif parce qu'on l'a fait avec la R&D, avec la production, avec la qualité, avec le fournisseur. Où on a retravaillé un produit et au final, on a pu gagner un montant très important. On était au-delà des 100 000 euros sur une année, juste en se mettant autour de la table, retravaillant la qualité de la marchandise pour qu'elle soit pas trop basse, pas trop haute, à la juste qualité par rapport aux besoins qu'on en avait derrière, par rapport à la promesse qu'on faisait aux consommateurs derrière. Et ça, c'était vraiment valorisant parce que déjà, c'est le côté positif du métier d'acheteur. On n'est pas juste à aller discuter le bout de gras, à aller gratter encore un peu plus et à aller faire perdre de la valeur. Mais là, c'était un gain de valeur pour l'ensemble des acteurs. Et ça, c'était une expérience vraiment qui m'a marqué dans mes débuts d'acheteur.
Et justement, dans votre métier d'acheteur, qu'est-ce qui vous plaît le plus ou qu'est-ce qui vous donne justement peut-être envie de vous lever tous les matins, d'y retourner Alors, il y a 2 choses qui peuvent être parfois fatigantes, mais qui qui sont aussi, qui font la richesse du métier. Alors déjà, il y a pas 2 jours qui se ressemblent parce qu'il y a pas même les acheteurs, il y a i alors moi j'achète, des ingrédients assez variés, mais il y a des acheteurs qui sont très spécialisés sur un domaine et même eux peuvent passer, des années et des années à acheter un produit. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, il y a jamais 2 années qui se ressemblent parce que les marchés bougent, parce que, les causes et les effets peuvent être différents et donc déjà, voilà, c'est un métier qui est très varié, à la fois sur ce qui se passe sur les marchés, mais à la fois sur les missions. Je vous en parlais tout à l'heure, entre le sourcing, la négo, la veille fournisseur, l'analyse de marché, la partie un peu juridique. Donc voilà, c'est un métier très varié et qui est en contact avec énormément de personnes en interne et en externe. On est un peu, alors je ne vais pas dire un point central, ce serait peut-être exagéré, mais en tout cas, on est un peu pivot à travailler aussi bien avec l'extérieur, avec les fournisseurs, et en interne avec quasiment tous les services. Donc ça, c'est vraiment les 2 points, moi qui n'aime pas m'ennuyer. Ça fait presque 15 ans que je fais des achats maintenant, même plus, et je ne me suis jamais ennuyée une année parce qu'il n'y a jamais, il y a jamais quoi s'ennuyer, quoi. Et c'est vraiment très très riche. Et quels conseils donneriez-vous justement à un étudiant qui veut devenir acheteur comme vous, soit par exemple sur ses études, des centres d'intérêt à avoir, un état d'esprit peut-être, des livres à lire? Alors sur les études, comme on en parlait tout à l'heure, il y a différentes voies possibles. Que ce soit école de commerce, que ce soit des masters supply avec des spécialisations achats, que ce soit, comme moi, des écoles d'ingénieurs. Ce qui est important, c'est d'être curieux. C'est de toujours remettre en question ce qu'on fait, dans le sens où, voilà, tous les ans, on peut trouver un marché qu'on connaît bien, on peut toujours lui trouver un autre angle d'attaque, un autre, voilà, trouver une façon différente de travailler. Donc toujours être curieux, c'est important comme trait de caractère. Et puis aussi d'avoir l'envie d'être très volontaire, parce que on vient pas vous chercher en fait. C'est un métier où le travail, bon, il y a des choses qui tombent, mais il y a plein de choses à faire. Il faut aller les chercher. Et plus on va chercher d'infos, plus on va vers les autres et vers les fournisseurs et vers les interlocuteurs en interne, et plus on peut être performant là-dessus. Voilà, ça c'est des points importants. Et j'ai oublié la 3e question. C'était juste ça, les centres d'intérêt, des sites d'information, des livres à suivre, à lire. Mais vous y avez répondu déjà plus ou moins. Voilà. Et puis ben éventuellement, comme vous faites, hein, parce que finalement les gens sont toujours. Alors, j'ai rarement croisé un acheteur qui aimait pas parler de son métier, mais c'est peut-être vrai pour beaucoup de métiers, ça. Et bah, si c'est un métier qui vous intéresse, bah, de prendre des contacts avec quelques personnes qui ont peut-être pas tout le temps, mais sur le lot, il y en aura bien un qui aura une demi-heure pour échanger. Les métiers sont très variés au sein du métier d'acheteur. Les expériences sont variées, donc encore une fois, les gens aiment bien parler de leur métier. Donc c'est important, enfin voilà, d'aller prendre du contact et puis ben après de se lancer. La preuve en est puisque vous êtes là. Je vous ai invité, vous avez Voilà. accepté. Donc déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci de m'avoir invité. Du coup, par rapport à ces contacts, poser des questions, où est-ce que les étudiants qui voudraient vous poser des questions peuvent vous retrouver par exemple? Alors j'ai un compte LinkedIn à mon nom, Isabelle Dalle. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est contacté. Donc je suis joignable. Je réponds pas toujours dans la minute, mais je suis joignable sur LinkedIn assez facilement. Très bien, bah, je le mettrai dans la description et voilà. Merci. Merci Au revoir. et bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites contacter Isabelle ou avoir plus d'informations sur Locke Marie Biscuit, tous les liens sont dans la description. Tu peux également y retrouver les réseaux sociaux du podcast auxquels tu peux évidemment t'abonner. Surtout, pense à partager l'épisode à tes amis si c'est un métier qui pourrait leur plaire et encore mieux à partager le podcast. Je te dis à bientôt au prochain épisode.